Ce balado est un contenu publicitaire payé par la famille du lait. Vous êtes conviés en tant que jury pour distinguer le lait du faux. Madame, monsieur, le président de la Cour suprême sollicite immédiatement votre présence. Un jury pour le lait. Le lait est accusé de quoi? Sera-t-il blanchi? Mon nom est Marie-Soleil Dion et j'ai soif d'un grand verre de vérité. Rien que la vérité. Je suis, tout comme vous, conviée à faire la lumière sur les informations et les mythes qui circulent à propos de la production laitière. À l'aide d'experts, de témoignages révélateurs et de vérités surprenantes, nous disposons de 4 séances pour distinguer le lait du faux. Je vous invite à juger par vous-même. Séance 3. Vous savez, on a beaucoup de choses en commun. Je pense ici au jury sur lequel on siège, bien sûr, mais je suis pas mal certaine qu'on s'intéresse, vous et moi, à au moins une autre affaire plus générale, disons, l'avenir de notre planète. Et oui, avant que quelqu'un me le demande, j'ai pas pris mon auto pour venir ici. Bon, c'est sûr que ça aide vu que c'est un procès maison dans ma tête, là, mais... Aussi, tout comme moi, vous avez probablement souvent entendu dire que c'est polluant, le secteur laitier. Mais ça, là, est-ce que c'est une croyance, un fait, un mélange des deux? Est-ce que j'attaque la planète quand je mets 2 cuillères de lait dans mon café? C'est ça que je veux savoir. Enquêtons! Aujourd'hui vont être appelés à la barre des gens qui travaillent sur le plancher des vaches, littéralement, pour ainsi nous permettre de juger par nous-mêmes de la question suivante. Quelle est la relation entre le secteur laitier et l'environnement? Les alternatives au lait de vache sont souvent vues comme étant des choix plus soucieux de la cause environnementale. Boissons d'avoine, boissons de soya, de riz, d'amandes, de noix de coco, de macadam. C'est des produits qui se sont fidélisés à un public en se positionnant comme une des solutions aux enjeux climatiques. Mais alors, creusons plus loin. En ce qui concerne le lait de vache et son empreinte écologique, est-ce que les rumeurs sont vraies? La session d'aujourd'hui sera capitale. J'appelle donc à la barre Catherine Houssard, une ingénieure en génie alimentaire et analyste en cycle de vie au CIREG, un centre de recherche et de référence en métrique de la durabilité, et qui travaille sur la transition durable. Alors, Catherine, au titre particulièrement long, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Elle fait des calculs d'impact environnementaux. Alors, on calcule l'empreinte carbone, on calcule l'impact sur la santé humaine, sur les écosystèmes, sur l'eau, de plein de choses, en regardant tout le cycle de vie d'une activité. Ça veut dire qu'on regarde ce qui se passe de l'extraction des matières premières à la fin de vie. Ah, voilà donc ce qu'est une analyse de cycle de vie. Dans ce cas-ci, prenons par exemple le lait. Il faut commencer le calcul de la base, avec ce qui va servir à nourrir les vaches. Donc les semences, comment elles sont produites, comment elles sont semées. Les cultures, la nourriture aux vaches qui est souvent transformée et transportée. Les émissions de chaque ressource impliquée à chaque étape de la production laitière jusqu'à l'emballage du berlingot. Toutes les étapes où l'on émet des gaz, souvent à effet de serre, comme le transport, la réfrigération, la recyclabilité du produit et j'en passe. Bref, tout ce qui se déroule du début de la vie d'un produit jusqu'à sa finalité, genre est-ce que l'emballage est recyclable et recyclé. Et le cycle de vie, comme Maurice Doyon, notre professeur expert en consommation, nous l'a spécifié à la 2e séance, ça nous permet par exemple de comparer l'empreinte écologique d'une industrie versus une autre. C'est pas un calcul infaillible, par contre, là. Notre cher Maurice soutient qu'il y a souvent d'autres considérations à considérer. Mais Catherine, tant qu'à être dans les comparaisons, il y a quelques temps, je suis tombée sur un article dans la presse que vous pouvez facilement trouver en ligne, cher jury. Ça s'intitulait « À quel lait se vouer ?» Au fil de l'article, on comparait le lait puis toutes sortes de boissons végétales sur plusieurs aspects, dont, suspense, sur l'aspect environnemental. On arrivait à faire ça en se basant sur les résultats d'une étude publiée en Allemagne qui a comparé l'impact qu'avait sur l'environnement le lait de vache, les boissons d'amandes, d'avoine et de soya. Ce qu'on retient des résultats de la recherche, c'est que ce sont les boissons d'avoine et de soya biologiques qui auraient le moins d'impact environnemental. Mais que lorsqu'on prend en compte les protéines et l'apport énergétique de toutes ces boissons-là, eh bien, le lait de vache obtient finalement un meilleur score que les boissons d'avoine et d'amandes. Puis d'ailleurs, pour ce qui est de comparer l'apport nutritif, gardons ça en tête. On va y revenir dans notre prochaine séance. Mais si je reviens à notre sujet, Catherine, si on en revient aux analyses de cycle de vie, là, leur intérêt, c'est de permettre de savoir concrètement où agir, c'est ça? Autrement dit, c'est une façon concrète de trouver où dans la vie d'une pinte de lait est-ce qu'il y a des changements à apporter pour pouvoir réduire son empreinte écologique? Exactement. Quand on calcule, on calcule les impacts environnementaux avec l'analyse de cycle de vie, parce qu'il y a d'autres façons de le faire. On va avoir l'empreinte écologique d'un produit, d'un service, d'un procédé,
d'un comportement. Ouais. Mais ce qui est toujours vraiment le plus pertinent, c'est de savoir, pourquoi, à quoi c'est lié ces émissions-là, donc où est-ce qu'elles sont et où est-ce que je peux les réduire. Et en fait, c'est le but, parce que le but après de la carboneutralité aussi, c'est de connaître ces émissions pour pouvoir les réduire finalement. La carboneutralité. On a beaucoup entendu parler que les producteurs laitiers ont l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Mais ça, juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de zone grise lors de la délibération, peux-tu m'en dire plus sur ce que c'est? Devenir carboneutre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en premier, puis ça c'est très important d'insister là-dessus, c'est en premier de réduire au maximum ses émissions jusqu'à ce que ça devienne vraiment très difficile parce qu'il y a un moment où tu es optimal, puis sinon il faut que tu arrêtes ton activité. Tu as tout fait ce que tu pouvais pour réduire. Puis ça c'est super différent, là. C'est qu'en fait, on peut pas... Pour avoir 0 émission, techniquement, il faudrait être mort. Il faudrait avoir 0 activité parce que tout ce qu'on fait a des émissions. OK, et pour le secteur laitier, qu'est-ce que ça implique concrètement comme changement? Est-ce que des actions sont déjà en marche? On commence à apporter des changements sur les fermes. Ce qu'on a surtout travaillé, en fait, c'est la productivité de la vache. Et ça, c'est ça qui fait la grosse différence aujourd'hui entre les chiffres d'aujourd'hui puis d'il y a 10 ans. C'est-à-dire la quantité de lait produit par vache. Donc, on a augmenté cette quantité par vache. Donc, maintenant, on a des cheptels qui sont plus petits puis qui produisent plus de lait qu'avant. Et ça réduit beaucoup, en fait, les émissions. Comment on a fait ça? On a travaillé sur... D'abord, sur la sélection, en fait, de vaches laitières qui sont hyper productives. Fait qu'on a la vache Holstein au Canada, en particulier. C'est une vache blanche et noire, assez costaud, qui est vraiment super performante en termes de production de lait. Ça donne envie d'en avoir une dans ma cour. Je pourrais dire à mon fils d'aller se servir directement. On a travaillé beaucoup sur l'optimisation de l'alimentation animale, donc l'alimentation de la vache, pour réduire en fait ses émissions de gaz à effet de serre, parce que en fait, la majorité des impacts de la production laitière à la ferme, c'est les pets et les rots des vaches. C'est drôle à dire, mais c'est ça. C'est la réalité, en fait. C'est que la fermentation entérique, donc la digestion, fait en sorte qu'elles émettent beaucoup de méthane. Puis on peut réduire ça en changeant un peu leur alimentation. En fait, elles émettent beaucoup de méthane quand elles mangent beaucoup de fourrage. C'est pas cool parce que le fourrage, en fait, c'est naturel. C'est une vache, c'est un ruminant, c'est fait pour manger du fourrage. Mais on peut le réduire en leur donnant en fait plus de glucides, donc notamment du maïs ou de l'ensilage. Et avec ça, donc on peut réduire en fait la quantité de méthane qu'elles vont produire. Et aussi... Excuse-moi de te couper, puis désolée de me faire l'avocate du diable, mais plus j'en apprends sur le sujet, plus il y a quelque chose qui me travaille. J'ai l'impression que les producteurs doivent faire un choix. Est-ce que le bien-être animal et le bien-être environnemental peuvent aller de pair? Donc, c'est de trouver le juste équilibre. Et en fait, c'est que des compromis. Et c'est pour ça que c'est super compliqué, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de recherches qui sont faites dans le domaine de la nutrition animale parce que il y a plein de paramètres à prendre en compte. Même juste la vache en tant que telle, ces 2 vaches sont pas pareilles. Elles digèrent pas pareil l'une et l'autre. Donc, c'est vraiment un équilibre qui est pas évident à trouver. Et, les recherches sont beaucoup là-dessus parce que c'est ça qui a beaucoup d'impact aussi. Donc, aujourd'hui, les producteurs laitiers, en fait, ils travaillent beaucoup sur optimiser la ration, donc en termes de quantité, puis en termes de qualité nutritionnelle, mais tout en ayant un objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ils ont aussi la contrainte du coût parce que les aliments, le marché fluctue beaucoup, les prix des aliments. Il y a des années où le maïs est super cher. Donc, il faut qu'ils jonglent avec tout ça. Donc, c'est vraiment pas évident. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont mises en place dans les fermes du Québec? Aujourd'hui, au Québec, ce que je sais, c'est qu'il y a un projet pilote pour les aider déjà à faire leur diagnostic. Donc, c'est quoi le bilan de carbone à la ferme laitière pour pouvoir ensuite le réduire. Et donc, l'idée, c'est d'amener des conseillers agricoles qui vont aider les producteurs laitiers à réduire leurs émissions. Puis ça s'appelle AgriClimat.
Agriclimat, cher jury, c'est une démarche initiée par les producteurs et productrices agricoles du Québec et, en gros, ça a été mis en place pour outiller les producteurs à lutter efficacement contre les changements climatiques dans une perspective de développement durable de l'agriculture. Et il y a plusieurs fermes, dont des fermes laitières, qui ont embarqué dans Agriclimat en tant que ferme pilote et qui reçoivent des conseils d'experts impliqués sur le terrain. Merci beaucoup, Catherine. Ton témoignage va nous aider à porter notre jugement lors de la prochaine séance. Hey, ça va vite pareil, hein? Bon. Comme on ne voulait pas encore déranger Marie-Pierre Vincent, notre productrice de la deuxième séance qui est fort occupée par son troupeau, mais également pour entendre le plus de gens possible au banc des témoins, on a demandé à une autre productrice laitière, Viviane Mathieu de la ferme Caribou à Terrebonne dans la région de Lanaudière, de venir nous jaser des initiatives environnementales qui s'implantent sur nos fermes. Mais par souci de transparence, on doit vous prévenir, cher jury, Viviane aime beaucoup le lait. Ben moi, je suis attachée fois 1000 aux produits laitiers. Là. Je dirais que le produit que je bois, c'est juste du lait. Je bois que du lait, je bois quasiment pas d'eau, je bois juste ça. J'ai jamais été sevrée, mettons. Fait que c'est vrai que je peux vraiment avoir un gros attachement vu que je le produis, puis je trouve que c'est tellement un bon produit de qualité qu'on fait. Puis, tu sais, c'est une production aussi qui est le fun parce que c'est des animaux qu'on peut garder longtemps. Tu sais, c'est pas... On l'élève pour faire du lait, mais tu sais, elle peut durer 15 ans, là. Fait que tu peux t'attacher à elle, tu peux t'attacher au troupeau. Fait que c'est le fun de travailler avec eux, là, comme ça aussi. Viviane, tu nous as fait parvenir en pièce à conviction la liste des pratiques innovantes que vous avez mises en place à votre ferme. On la lit ensemble? Donc, nous avons l'engrais vert. L'engrais vert, des plantes et cultures semées qui protègent la terre et qui l'enrichit. Ça favorise la biodiversité et limite la croissance des mauvaises herbes. Et grâce à ça, on utilise moins d'herbicides que du positif. La récupération des matériaux. En essayant de récupérer le plus de plastique possible. Les gros sacs blancs qu'on voit souvent sur le bord de la route, bien ça, c'est des minéraux compactés en balles qui s'en vont direct dans la récup. La récupération alimentaire. À même l'alimentation des vaches, il y a du tourteau de soya, du tourteau de canola qui sont en fait des résidus de graines. La récupération des fumiers. Le fumier que produisent les vaches, un fertilisant naturel, est étendu dans les champs, ce qui fait que moins de fertilisant chimique est utilisé. La rotation de culture. La même culture ne dure jamais plus d'1 an. Chaque année, ça change. En faisant une rotation des cultures, ça permet de briser le cycle des ravageurs et des insectes. Puis, ça fait que ces derniers ne s'établissent pas vraiment. Donc, encore une fois, moins de pesticides et de produits chimiques. La diminution du travail du sol. La ferme utilise une nouvelle machinerie qui empêche de détruire toutes les couches du sol et la biodiversité grandissante en retournant le sol au complet. Maintenant, on procède à une aération qui garde la terre intacte. La réduction de tout fertilisant. Le moins possible. La semence non traitée de maïs. Des semences non traitées par insecticides. D'ailleurs, plusieurs études disent qu'il n'y a pas de différence significative sur le rendement des plants traités ou non traités. Donc, bonne idée de ne pas en mettre. Et ici, le changement d'alimentation des vaches. De plus en plus, on donne aux vaches un ensilage de maïs digéré plus facilement par le rumen. Ça, c'est le premier intestin de la vache. Ça va chercher toutes les nécessités alimentaires, tout en occasionnant moins de pertes de méthane, diminuant ainsi le carbone dans les champs. Wow! Ça en fait des actions, hein? J'espère que j'ai été bonne pour vous les lire, cher jury. Mais Viviane, avec tout ça, là, qu'est-ce que ça te fait quand les gens disent que les producteurs laitiers agissent pas assez pour la planète? Bien, les gens, souvent, ils se fient sur ce qu'ils voient sur Facebook, puis ils voient pas, ils savent pas ça vient de où exactement. Fait qu'en venant voir un étable, une ferme du Québec réelle, tu sais, et moi, tu sais, on reçoit des gens, ils viennent à la maison, ils viennent à la ferme, ils font le tour de l'étable, puis ils ressortent de là comme « Wow, j'avais jamais vu ça ». Puis ils sont éblouis de voir comment on élève nos vaches puis comment on produit le lait. Je pense pas qu'ils pensent qu'on met autant d'amour puis de fierté pour produire un produit qui est le lait. Fait que je pense que c'est de ça qu'ils sont fiers aussi. Je déclare cette 3e séance conclue. Ce que je retiens principalement, c'est que c'est assez difficile de comparer concrètement l'impact environnemental du secteur laitier et des boissons alternatives. Je vais devoir enquêter sur l'aspect nutritionnel des produits. Je retiens aussi que le virage vers la carboneutralité, qui s'enligne comme un pas pire défi, est déjà bien entamé sur nos fermes laitières au Québec.
Ah, et aussi que Viviane adore le lait. J'ai jamais été sevrée, mettons. Bon, il n'en reste qu'une, la dernière, l'ultime séance, celle qui nous permettra enfin de juger par nous-mêmes. Au menu, une dernière experte à la barre et, qui sait, j'inviterai peut-être d'anciens témoins à finaliser leur plaidoirie. À tout de suite, chers collègues.